Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour. Pour ce deuxième podcast de cette nouvelle année 2025, nous souhaitons à nouveau tous nos meilleurs vœux à tous nos auditeurs de Radio Taïwan International et aussi de ce podcast Géopolitique en Asie. La semaine dernière, nous avions commencé une série de 2 podcasts qui faisaient un peu la synthèse des événements de 2024 et essayaient de se projeter vers 2025. Nous avions évoqué différents événements concernant l'année 2024 et particulièrement des événements qui mettaient en jeu et un peu en question le devenir des démocraties à l'occidental. On a vu qu'il y a eu beaucoup en fait d'élections qui se sont passées l'année dernière, en 2024, élections d'abord à Taïwan, aussi évidemment aux États-Unis, en Inde, etc. Et il y a eu aussi des mouvements de contestation ou des politiques qui ont amené à des contestations de l'ordre démocratique, notamment en Corée du Sud. Et évidemment, aux États-Unis, l'élection de Donald Trump peut être vue aussi à la fois comme une réussite de la démocratie, à la fois comme un échec de celle-ci, puisque en fait Donald Trump et ses partisans avaient contesté fortement, on se rappelle, l'insurrection du Capitole lors de l'élection de Joe Biden l'année dernière, et maintenant qu'il est élu, en fait, ces insurrections en fait sont d'une certaine manière cautionnées et même justifiées. Alors que si on veut se projeter sur 2025, c'est évidemment de ce côté-là qu'il faut regarder, puisque les États-Unis restent une grande puissance, la puissance numéro 1 au monde en termes d'influence stratégique, pas simplement économique ou technologique et culturelle. Et c'est évidemment pour nous la question que peut augurer une nouvelle présidence de Donald Trump, une nouvelle présidence de ce républicain qui a défié les normes de son parti et qui a réussi à se faire réélire et qui a réussi à avoir tout l'établissement républicain derrière lui. Qu'est-ce que ça peut augurer par rapport à ce qui va se passer ensuite à partir de 2025? C'est là évidemment la question à laquelle on va essayer de répondre, et c'est la question en fait un peu difficile de projection sur cette année 2025. Alors évidemment la question pour nous, c'est la question de Trump et de l'Asie, la question de Trump et de la Chine. Alors généralement, la manière la plus simple, en fait, d'aborder cette question, c'est de voir les nominations autour de Donald Trump, et notamment celles qui vont gérer les relations avec l'Asie et avec la Chine. Or, il y a ici, je dirais, une sorte d'ambivalence profonde dans la stratégie possible de Donald Trump, donc qui sera réélu officiellement le 20 janvier. C'est que d'un côté, donc, il y a Marco Rubio, donc ce candidat républicain à la forte identité, je dirais, anticommuniste, viscéralement anticastriste, donc qui refuse notamment de relégitimer, reconnaître Cuba, alors que Biden a pris une mesure très forte juste avant la fin de sa présidence de lever Cuba de la liste des organisations terroristes. C'est quelque chose sur lequel les républicains pourraient revenir en fait assez rapidement, même si du point de vue on va dire de l'Amérique et de ses alentours, ça fait parfaitement sens. Et donc Marco Rubio a rappelé, et encore aujourd'hui, a dit qu'en fait il se plaçait dans une perspective de compétition féroce, dans une perspective de compétition radicale avec la Chine, et cette compétition, une compétition économique qui a une visée stratégique. Je dirais même compétition économique et technologique qui a une visée stratégique, puisque la domination des technologies de l'information, la domination des moyens de communication, et que ce soit au niveau des satellites, au niveau des câbles sous-marins, à tous ces niveaux-là, la domination de ces instruments-là
de communication, d'information, et on le voit aussi avec le débat de TikTok, et qui est très représentatif. On va y revenir ensuite. Donc d'un côté, on a Marc Rubio, qui incarne donc cette tendance, cette ligne des faucons par rapport à la Chine. Et de l'autre côté, on a évidemment quelqu'un qui n'a pas un poste aussi important au niveau administratif, au niveau ministériel, mais qui, lui, est lui-même quelqu'un de très important, de très influent. On veut parler évidemment de Elon Musk. Elon Musk, c'est donc l'un des hommes les plus riches du monde, sinon l'homme le plus riche du monde. C'est le fondateur de Tesla, c'est aussi le fondateur de SpaceX, c'est aussi celui qui a racheté Twitter devenu X, et donc celui qui possède a priori la plus grande force de frappe communicationnelle dans le monde. Grâce à ce réseau, même s'il y a eu beaucoup de désabonnements, cela reste quand même une puissance extrêmement forte en termes de communication, de masse, ce réseau Twitter. Donc ici, la question, c'est vraiment est-ce que Elon Musk va peser aussi sur les relations internationales? Et là, le problème, c'est que justement, en tant que patron de Tesla, ces entreprises sont extrêmement exposées à la Chine. C'est-à-dire que Tesla produit des voitures, évidemment, et ces voitures sont produites en masse en Chine et vendues aussi en Chine. Et il a donc un lien économique très fort avec la Chine. Et donc la question, c'est est-ce que c'est Marc Rubio, est-ce que c'est Elon Musk qui vont définir la politique chinoise, ou est-ce que, de façon encore plus probable, celle-ci ne peut être totalement incohérente, c'est-à-dire à la fois parfois un côté dur à la Marc Rubio, parfois un côté plus souple à la Elon Musk pour préserver ses propres intérêts industriels. Donc, comment est-ce que va être la présidence Trump par rapport à la Chine? Eh bien, ça va dépendre en fait de la capacité de Marc Rubio ou d'Elon Musk à, on va dire, imposer ses stratégies, imposer sa vision du monde, imposer sa vision des relations avec la Chine et avec l'Asie. Et si c'est Elon Musk, eh bien, c'est quelque chose, évidemment, qui sera beaucoup plus dans la souplesse et dans le pragmatisme et dans, en fait, l'opportunisme économique, l'opportunisme politique. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, Marc Rubio ou Elon Musk, qu'est-ce qui va dépendre, comment est-ce que va être définie la politique internationale des États-Unis par rapport à la Chine? Et un des premiers dossiers chauds, ça va être évidemment TikTok qui est sous le coup d'une possible interdiction devant un tribunal des États-Unis. Est-ce que ça va être interdit? Est-ce que ça va être racheté par un Américain? Comment est-ce que les États-Unis vont réagir par rapport à TikTok? Et on voit déjà que sur ce point, Trump a un peu déjà retourné sa veste. C'est des multiples retournements de veste auxquels il faut attendre avec Trump. Trump a dit qu'il allait régler la guerre avec l'Ukraine en 24 heures. Maintenant, il dit qu'il faudrait 6 mois. D'abord, il dit qu'il fallait interdire TikTok quand les démocrates avaient du mal à le faire. Et maintenant qu'il est lui à la présidence, il va dire sans doute qu'il faut peut-être pas forcément l'interdire si c'est racheté par un Américain. Et qui est-ce qui peut le racheter? Imaginons que ce soit Elon Musk qui rachète la partie américaine de TikTok. Ça serait évidemment un coût extrêmement gros à la fois pour la Chine et pour Elon Musk, et qui relativiserait complètement la ligne dure de Washington par rapport à Pékin. À cela s'ajoute aussi une chose plus générale qui est le discours récent que Trump a eu au sujet du Groenland, au sujet du Panama, et on a évoqué ça la dernière fois. C'est-à-dire qu'on sait que Trump a fait quelques sorties en disant que les États-Unis allaient racheter le Groenland, vous allez le prendre par la force, de même pour le Panama, okay. Et donc ça, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Trump va vraiment le faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a l'intérêt de mettre, sur quoi il a l'intérêt de pousser? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait continuer à développer? Est-ce que c'est juste des mots ou est-ce que c'est l'indice d'une stratégie réelle? Alors là, il y a une vraie question qui se pose, et cette question, évidemment, elle touche aussi l'Asie.
Pourquoi ? Parce que à partir du moment où Trump dit que le Groenland c'est quelque chose qu'on peut récupérer par la force si nécessaire, évidemment, par là il légitime tous les discours des souverainistes et des autocrates russes et chinois qui pensent que pour eux, prendre Taïwan, prendre l'Ukraine, ce sont des pays qui n'existent pas. Étant donné qu'eux, ils ont la possibilité de le faire, étant donné que c'est les puissants, ils auraient le droit de le faire puisque c'est la force qui donne finalement la droit de faire quelque chose dans cette vision un peu particulière du monde. Et donc ce discours-là par rapport au Groenland, par rapport au Panama, c'est évidemment un discours qui remet en cause l'état de droit. Et cette remise en cause de l'état de droit par le principal porteur, normalement, de l'ordre international, à savoir les États-Unis, est extrêmement préoccupante pour l'ordre mondial et potentiellement bénéficiaire aussi pour la Chine et pour la Russie. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire pour se projeter sur 2025 en prenant un peu la visée de Trump et de son élection, de sa réélection, et qui, dans son deuxième mandat, qui commence à partir du 20 janvier 2025. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.